Au cours de ce troisième entretien et dernier sur l'affaire Dreyfus, je voudrais vous montrer ce que cette affaire comporte aujourd'hui encore de souterrain, de mystérieux, de pas clair, quoi. Et nous allons partir d'une déclaration qui a été faite par un monsieur qui n'était pas n'importe qui, c'était le président du Conseil, qui s'appelait Dupuis, lorsqu'il a été convoqué devant la Cour de cassation le 26 décembre 1998. Dupuis, c'est pas n'importe qui, c'est un président du Conseil, un homme qui doit mesurer ses paroles, et il a prononcé les mots que voici. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que cette affaire Dreyfus est une énorme mystification. Et ce mot de mystification va être employé par un autre personnage d'importance qui s'appelle Poincaré, qui lui aussi en 98 parlera de mystification. Alors pourquoi? Premièrement, qu'est-ce que c'est que le bordereau? Rappelez, le bordereau, c'est une pièce, paraît-il, trouvée dans la caisse à papier de l'attaché militaire allemand et apportée au SR. Ce bordereau, il n'est pas daté, mais c'est dans les derniers jours de septembre 1994 qu'il arrive entre les mains du SR, de septembre 1994. Depuis 1931, nous avons un document considérable. Ce sont les carnets de Schwarzkoppen. L'attaché militaire allemand de Schwarzkoppen tenait des petits carnets de notes, très bien à jour. Par exemple, on y voyait qu'à la date du 1er juillet 1994, il avait vu arriver en civil dans son bureau quelqu'un qui lui a dit « Je suis un officier français, je m'appelle Esterhazy, je suis en mesure de vous fournir des documents, si vous les payez bien, sur mon pays. » Schwarzkoppen lui avait dit « Mais alors quoi, vous êtes un traître ?»« Oui, monsieur, je suis un traître, dit-il, je suis un homme abominable, enfin j'ai besoin d'argent. Si vous me donnez 1000 francs par document, et 1000 francs, ça fait pouvoir d'achat aujourd'hui quelque chose comme 4000, hein, eh bien je vous donnerai des renseignements. » Schwarzkoppen avait fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il avait demandé au bureau berlinois, enfin, est-ce que je peux faire confiance? Les bureaux de Berlin avaient dit on ne sait pas, enfin, voyez, et il avait obtenu des indications très importantes, comme ça, peu à peu, de Schwarzkoppen. Bon, alors 7 ans de Esterhazy. Alors 7 ans, c'est le 1er septembre 1994, d'après les documents de 1931, d'après les carnets de Schwarzkoppen, c'est le 1er septembre 1994 que Schwarzkoppen, dans son bureau, suivez-moi bien, dans son bureau, a Esterhazy devant lui, qui lui remet un certain nombre de documents. Quels documents? Une note sur le frein hydraulique du 120 cours, le manuel d'artillerie de campagne, la note sur la formation d'artillerie modifiée. Or, si vous reprenez le bordereau, vous voyez qu'à cette date mystérieuse du bordereau, précisément, il y avait 3 de ces fournitures qui étaient faites. Alors, je vous demande, et je me demande réellement, où on peut placer le bordereau. Je répète, le 1er septembre 1994, face à face, Schwarzkoppen et Esterhazy, il est dans son bureau, lui remet 3 de ces documents. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le bordereau? Vous savez, j'ai l'honneur de vous envoyer 6 juin un certain nombre de documents, parmi lesquels il y a les 3 en question. Alors, qu'est-ce qu'on en fait du bordereau? S'il est antérieur à la visite du 1er septembre, alors le 1er septembre, il n'a pas à lui remettre ses documents, puisqu'ils sont joints au bordereau antérieur. Donc, il ne peut pas être antérieur. Il ne peut être que postérieur. Alors, s'il est postérieur au 1er septembre, comment ça se fait que ce jour-là, 1er septembre, il lui a remis 3 documents et qu'il lui annonce ensuite, j'ai l'honneur de vous envoyer 6 juin les 3 documents suivants? Vous voyez bien qu'il est implaçable, le bordereau. Chronologiquement, historiquement, il n'y a pas moyen d'en faire rien. Par conséquent, c'est une pièce suspecte. Deuxième observation, les notes qui accompagnaient le bordereau. On a le bordereau, mais on n'a pas les notes. Notes sur le frein du 120, notes sur le corps expéditionnaire, etc. On ne les a pas. Alors, M. Thomas, qui a fait ce livre aussi intéressant, je vous ai dit, il y a 3 ans, sur l'affaire Dreyfus, a une idée. Et il dit, à la vérité, Esterhazy, ce n'était pas un véritable traître. Esterhazy, c'était surtout un escroc. Les notes que nous ne possédons pas, ça devait être des ragots qu'Esterhazy avait glanés à droite et à gauche en faisant parler des officiers spécialisés, en lisant des revues militaires. Il en faisait un petit topo et il vendait ça le plus cher possible aux Allemands. Un escroc, quoi. Il vendait des choses qui ne valaient rien. Je ne peux pas accepter une théorie comme celle-là. Parce que si on peut admettre que Schwarzkoppen ne connaissait pas la valeur des notes qu'on lui remettait, qu'est-ce qu'il était là-dedans, Schwarzkoppen? Il était une boîte aux lettres ou un caissier, pas plus. Boîte aux lettres, il transmettait à Berlin, un caissier, il payait. Les services de Berlin, les services d'espionnage de Berlin, ce n'étaient pas des enfants de cœur qui les constituaient, ce n'étaient pas des analphabètes. Alors quand ils recevaient les notes d'Esterhazy, je vous assure qu'ils les sous-pesaient, ils les examinaient, ils les recoupaient, pour voir si c'était du sérieux. Or, on voit dans ces carnets de Schwarzkoppen, publiés en 1931, on voit que les bureaux de Berlin, après avoir bien étudié les documents Esterhazy, félicitaient Schwarzkoppen. Elle lui disait, mais continuez, continuez, nous avons là des renseignements de première importance. Par conséquent, ces documents Esterhazy sont des documents capitaux, et très sûrs. Qui est Esterhazy? Je viens de vous le dire, c'est un officier d'infanterie. Un simple officier d'infanterie. Il n'est pas d'état-major, pas pour un sou, il n'a pas ses entrées au ministère de la Guerre. Alors comment fait-il pour être si bien informé? Il envoie à l'Allemagne des renseignements qui sont connus d'une pincée de gens. Enfin, il y a peut-être 8-10 personnes, pas plus, en France qui le savent. Et lui le sait. Donc, il a un fournisseur. Donc, Esterhazy est un homme qui ne travaille pas tout seul, mais il est abouché à je ne sais quelle source de laquelle il obtient ces documents de première importance.
Troisième remarque. La protection d'Esterhazy, je vous l'ai raconté la semaine dernière, c'était monstrueux, hein, c'était impensable. Quand on pense que c'était l'état-major lui-même qui guidait les pas d'Esterhazy, qui lui disait vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et l'état-major savait qu'Esterhazy était une fripouille et même un traître. Alors c'était de gaieté de cœur que l'état-major soutenait un traître. Il faut comprendre, il y a une raison. Pourquoi l'état-major a-t-il soutenu une fripouille pareille? Eh bien ça, alors c'est un document nouveau qui nous a été procuré par M. Thomas, à la date du 18 octobre 97. Suivez bien, 18 octobre 97. On sait déjà que Scheurer-Kestner s'agite, qu'il va aller trouver Billot, enfin que Scheurer connaît le secret d'Esterhazy, mais le nom n'a pas éclaté. À la date du 18 octobre 97, le général Gons, sous-chef d'état-major général de l'armée, réunit dans son cabinet ce qu'on pourrait appeler un petit conseil de guerre. Il y a là, lui, bien naturellement, il préside, il y a Henri, et il y a Dupaty de Clam, puis il y a l'autre, je crois. Et il leur dit, il y a une histoire terrible qui va éclater, on va mettre en cause le nommé Esterhazy, il faut absolument que ça ne se produise pas. Parce que, alors c'est là le document important, parce que si jamais cet Esterhazy perd la tête, virgule, ce sera terrible. Voilà le mot que Gauss a prononcé. Ce sera terrible si Esterhazy perd la tête. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une parole comme celle-là? Ça peut vouloir dire que si Esterhazy est poursuivi, s'il est traîné en justice, il va dire ce qu'il ne faut absolument pas dire. Il va donner sa source. Et la source doit être un tel nom que ce nom ne doit jamais être prononcé. Voilà pourquoi l'état-major va couvrir jusqu'au bout Esterhazy. Quatrième observation. Je vous ai raconté la dernière fois que le 3 juin 1999, la Cour de cassation avait annulé le premier jugement. Dreyfus cessait d'être condamné, il restait un inculpé. 3 juin 1999. Le 18 juillet 1999, Esterhazy, qui s'est sauvé en Angleterre, dès le lendemain du jour où Henri s'est suicidé. Il est parti le 1er septembre 1998 et Henri s'était tué, ou avait été tué, le 31 août 1998. Alors, le 18 juillet 1999, de Londres où il est, Esterhazy envoie au quotidien français Le Matin une grande déclaration que Le Matin fait reproduire autographiée, c'est-à-dire avec l'écriture même d'Esterhazy, sa signature et la date. Et dans cette déclaration, Esterhazy dit « Eh bien, c'est vrai, c'est moi, l'auteur du bordereau. Seulement, je l'ai écrit par ordre. Et par ordre, ça voulait faire sous-entendre, car il ne s'expliquait pas, faire sous-entendre au public. J'étais moi aussi un agent du SR et j'essayais de tromper l'Allemagne. Mais enfin, il y avait l'aveu d'Esterhazy. J'ai écrit le bordereau. Bien, 18 juillet 1999. Vous vous rappelez que le deuxième procès de Rennes, la deuxième fois que Dreyfus comparaît, c'est à partir du 7 août 1999 jusqu'au 9 septembre 1999. Eh bien, quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, qui s'appelle Jacques Bainville, qui passait pour être un historien, mais comme il était en même temps d'Action française, les deux termes s'excluent. On ne peut pas être historien et d'Action française. Enfin, Bainville, dans son histoire de la Troisième République, a une phrase à laquelle, cette fois, je souscris totalement. Bainville dit « Il est véritablement prodigieux qu'Esterhazy n'ait pas été convoqué au procès de Rennes. » En effet, poursuit Bainville, de quoi s'agit-il? Il y a un certain bordereau. Un monsieur Dreyfus est accusé d'être l'auteur de ce bordereau et il dit « Je n'en suis pas l'auteur ». Et un monsieur Esterhazy dit « Ah, moi, j'en suis l'auteur ». Alors comment se fait-il que dans ce procès de Rennes, on ne fasse pas comparaître celui qui déclare être l'auteur du bordereau? Eh bien, on ne convoquera pas Esterhazy, parce que l'armée ne veut pas qu'Esterhazy comparaisse à Rennes. Pourquoi ne veut-elle pas? Parce que si on lui pose des questions, il finira par mettre en cause la personne, qu'il ne faut jamais mettre en cause, c'est-à-dire la source. Donc quelqu'un dont le nom était tellement énorme qu'il ne devait jamais être prononcé. En 1955, on a publié des notes de M. Paléologue. Paléologue, c'est un diplomate qui était chargé au Quai d'Orsay des rapports avec l'armée. Et dans ces notes de Paléologue, on voit ceci, des notes de 98-99, nous savons très bien qu'Esterhazy est innocent, que Dreyfus est innocent. Les coupables, au pluriel, les coupables sont Esterhazy, un nommé Weil, dont on n'avait pas encore entendu parler, Weil, qui était un officier territorial et ami d'Esterhazy. Et troisièmement, alors la source, le gros personnage, et une haute personnalité militaire dont le nom ne doit pas paraître. Quand on a publié ça en 1955, la maison d'édition n'a pas imprimé le nom qui était dans le manuscrit de Paléologue, parce que la famille de ce général s'y est opposée. Je sais quel est ce nom qui était dans le manuscrit de Paléologue. Et ce nom avait du reste paru en 1954, il avait été imprimé en 1954, dans le livre d'un général Legrand Girarde, qui était mort, et dont on publiait les mémoires sous le titre de « Un quart de siècle au service de la République ». Ce général Legrand Girarde, qui était mort général, était commandant au moment de l'affaire Dreyfus,
et il appartenait à la maison militaire du président de la République. Et dans les notes de Lecrange Girard, il y avait, dans l'entourage de la présidente de la République et du côté des affaires étrangères, on dit que la source d'Esterhazy est le général Rau, R-A-U. Et vous vous rappelez, dans le petit bleu, il y avait ceci, Schwarzkoppen disant à Esterhazy, j'ai besoin d'avoir de vous des déclarations écrites pour savoir si je puis ou non continuer mes relations avec la maison R majuscule. Qui était le général Rau? Eh bien, c'était le chef de cabinet du ministre de la Guerre. Évidemment très bien placé. Chef de cabinet du ministre de la Guerre, du ministre Mercier, et de tout tous les secrets. Et pendant longtemps, on a murmuré que le général Rau était le vrai coupable. Je ne le crois pas. J'ai des tas de raisons pour ne pas le croire, c'est trop long à vous expliquer, mais enfin, les gens compétents, M. Thomas et d'autres, je m'accorde avec eux, ça ne doit pas être Rau. Alors qui est-ce, puisqu'il y a forcément quelqu'un? On n'a pas assez prêté garde à une déclaration de Picard au moment de la deuxième réunion de la Cour de cassation, enfin lorsqu'il s'est agi en 1904 de savoir si on allait ou non réhabiliter Dreyfus. En janvier 1904, Picard, comparaissant devant la Cour de cassation, dit « Pourquoi n'a-t-on jamais regardé du côté du général Saussier ?» S-A-U-2-S-I-E-R, Saussier. Qui était Saussier? Le vice-président du Conseil supérieur de la défense nationale. Le président du Conseil supérieur, c'est un personnage qui change, c'est le ministre. Mais il y a un personnage qui ne change pas, c'est le vice-président. Et ce personnage-là, qui est toujours un général, on l'appelle même le généralissime. Donc c'était la plus haute personnalité militaire de l'armée, général Saussier. Et pourquoi est-ce que Picard parlait de Saussier? Parce que Saussier était lié avec Esterhazy. Qu'Esterhazy lui avait rendu des services. Et qu'il y avait une protection permanente de Saussier sur Esterhazy. On ne pouvait pas toucher à Esterhazy sans mettre en cause Saussier. Mais Picard ne savait pas ce que nous savons aujourd'hui, que je vais maintenant vous indiquer, et qui me paraît très important, enfin vous en jugerez. Peut-être que vous vous rappelez que c'est le 6 octobre 94, le 6 octobre 94, que cette espèce de farfelu qui s'appelait Daboville, le lieutenant-colonel Daboville, sous-chef du 3e bureau, avait prétendu reconnaître l'écriture de Dreyfus dans le bordereau. 6 octobre. Le 7 octobre, le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Hanoteau, reçoit la visite de qui? De Saussier, gouverneur militaire de Paris et généralissime. Et Saussier vient dire au ministre des Affaires étrangères, il y a une histoire Dreyfus, il paraît que Daboville a reconnu l'écriture de Dreyfus, je vous assure, monsieur le ministre, arrangez-vous, enfin faites que on stoppe tout de suite les poursuites. Il ne faut pas que cette histoire éclate. Excellent, excellent, Saussier empêche que l'on poursuive un innocent. Bon. Mais c'est que Saussier, généralissime, dit quelque chose de bien plus grave à Hanoteau, ministre des Affaires étrangères. Saussier lui dit, je voudrais qu'on arrête à tout et que l'on ne fit même pas d'enquête. Alors comment, je ne comprends plus. Le généralissime est en face d'une affaire de trahison. Il ne veut pas qu'on fasse d'enquête, pas d'enquête, sur l'affaire de trahison. Tout se passe comme si le général Saussier, le généralissime Saussier, s'était dit, mais on va voir apparaître le nom d'Esterhazy, je vais être moi-même compromis, stop. Picard propose l'idée du chantage. Il dit, est-ce que Saussier n'aurait pas été victime d'un chantage? Quel chantage? Picard n'a pas voulu s'expliquer, mais moi je peux le faire maintenant. Saussier, vieux, il avait 70 ans, il allait prendre sa retraite, avait pour maîtresse précisément la femme de Weil, de l'officier Weil. Weil qui était ami d'Esterhazy. Et la petite Madame Weil était autrichienne. Alors il est bien possible que Madame Weil ait pris des documents associés et qu'elle les avait repassés à Esterhazy, qui lui les vendait. C'est possible. Je n'en sais rien, c'est possible. Toujours est-il, mes certitudes, celles que je voulais vous laisser en souvenir à la fin des entretiens, ma certitude absolue, c'est qu'il y avait évidemment quelqu'un derrière Esterhazy, et ce quelqu'un était une très haute personnalité militaire. Mais maintenant, je voudrais vous proposer, mais je dis bien proposer, une hypothèse. Je me demande si Esterhazy n'a pas dit la vérité lorsqu'il a déclaré qu'il avait écrit le bordereau par ordre. Bien sûr qu'il ment quand il dit qu'il était un agent double. Il n'était pas du tout un agent double. Il ment. Mais c'est peut-être vrai que le bordereau lui a été dicté. Alors voilà mon hypothèse. Je vous dis bien, c'est une hypothèse. Sander, le chef du SR, c'est un bon français, c'est un Alsacien. Il sait qu'Esterhazy porte des documents à l'Allemagne. Mais il ne peut pas mettre sur la main sur Esterhazy parce qu'il sait qu'Esterhazy est couvert par Saussier. Sander ne sait pas quels sont les rapports exacts. Sander ne veut pas croire tout de même que c'est le père Saussier, comme on disait dans l'armée, puisqu'il est très vieux, que c'est le père Saussier qui trahit. Non, Sander se dit probablement qu'Esterhazy, par la voix de Madame Weil, obtient les documents chez Saussier et les vend. Mais on ne peut pas toucher à Esterhazy, étant donné la protection de Saussier. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Sander voudrait bien faire son métier, qui est de protéger les secrets de l'armée française. Alors supposons, je dis bien supposons que Sander convoque chez lui Esterhazy dans son bureau. Puis il lui dit,
Vous allez écrire, c'était son supérieur, hein, puisque Esterhazy n'est qu'un major. Écoutez, monsieur le major, vous allez écrire, sous ma dictée, le bordereau suivant, la lettre suivante. Et il lui dicte la lettre que nous connaissons. Cette lettre n'ira jamais à l'ambassade d'Allemagne, jamais. Elle sera fabriquée là, au SR, elle ne bougera pas du SR, elle n'en sortira pas. On déclarera ensuite qu'on l'a piquée dans la corbeille à papier de l'Allemand, qu'elle est là. Non, en réalité, elle était là. Bien. Alors il lui dicte cette lettre. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Il y a, sans nouvelles de vous, monsieur, depuis un certain temps, je vous envoie néanmoins les indications suivantes. Notez bien que cette lettre n'est pas criminelle, puisqu'on ne sait pas qui est monsieur. En plus, elle n'est pas signée, elle n'est pas datée. Alors quand Esterhazy écrit ça, ben, il n'a pas le sentiment qu'il se met le couteau sous la gorge, puisqu'on ne lui demande pas de signer. Mais Sander a maintenant entre les mains de l'écriture d'Esterhazy, avec fourniture à un X. Cet X, on va dire, c'est l'attaché militaire allemand. On fait des photographies de ce document. Une de ces photographies vient sous les yeux forcément du généralissime Saussier. Saussier prend peur, fronce le sourcil et dit « Mais quoi, qu'est-ce que c'est que ces documents? Ces documents qui m'appartiennent. C'est l'écriture d'Esterhazy que je connais très bien. Attention. » Alors, ce que voulait obtenir Sander, je crois qu'il l'a obtenu, il a alerté le père Saussier, qui est devenu plus surveillant, enfin qui a les yeux plus ouverts, plus vigilants, si vous voulez, sur ces documents. Pendant un certain temps, Esterhazy va continuer à avoir de bons documents à vendre à l'Allemagne, mais à partir du début de 1995, les documents ne vaudront plus rien. Carnet Schwarzkoppen. Schwarzkoppen dit, c'est produit un moment où Esterhazy nous apportait plus que la broutille, enfin des rogatons, des choses qu'il essayait de me faire payer toujours 1000 francs, mais qui ne valaient plus rien. Pourquoi? Parce que la source s'était tarie. Donc, au départ, c'est pas du tout une histoire d'antisémitisme. On n'a pas essayé de démolir le personnage de Dreyfus. C'est cet imbécile de Daboville qui, tout d'un coup, a inventé d'identifier l'écriture du bordereau à celle de Dreyfus. Et Sander, très antisémite comme on l'était dans l'armée à ce moment-là, s'est frotté les mains. Il s'est dit, bah, après tout, je fais un coup double. Premièrement, je vais alerter Saussier, les fournitures vont cesser. Et puis, deuxièmement, on va se débarrasser d'un petit juif, ça sera autant de moins dans l'armée. Ceci est une hypothèse. Mais pour finir, je voudrais appeler votre attention sur un texte que vous ne connaissez peut-être pas, qui est de Péguy. Il a beaucoup écrit sur l'affaire Dreyfus. Mais le texte que je vais vous dire est un texte du Péguy qu'on ne publie guère. Pourquoi donc? Oui, il y a deux Péguy, vous savez. Il y a le Péguy avant les cahiers de la quinzaine, très célèbre, et puis il y a le Péguy avant les cahiers de la quinzaine, qui écrivait dans la Revue Blanche, cette même revue où Binda avait dit ces choses très vilaines sur les généraux. Eh bien, Péguy avait écrit dans la Revue Blanche du 15 août 1899, petite phrase sur laquelle je vais terminer. Il s'agissait de cette émotion presque mondiale qui s'était emparée des gens à propos de l'affaire Dreyfus. Vous savez, les Suisses, comme les Français, comme les Belges, se sont passionnés pour cette affaire Dreyfus. Elle débordait le cadre de la France. Le monde entier était là suspendu. Est-ce que c'est vrai qu'il est innocent? S'il est innocent, il faut le lâcher. Alors voilà ce qu'écrivait Péguy. L'affaire Dreyfus n'aurait pas eu ce retentissement universel si la France n'avait pas reçu depuis longtemps dans le monde et n'avait pas gardé auprès des peuples une audience particulièrement attentive. Cette audience est la meilleure part de son héritage. Les nationalistes ont tout fait depuis 2 ans pour la lui faire perdre. Les Dreyfusards ont réussi à la lui conserver.